Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour continuer le cours sur les coûts complets, méthode des coûts complets que l'on verra par la méthode des centres d'analyse qu'on appelle également méthode des sections homogènes, et nous allons aborder cette semaine un point clé de la méthode qui correspond au tableau de répartition des charges indirectes. Grâce au tableau de répartition des charges indirectes, nous allons pouvoir comprendre comment imputer les charges indirectes aux coûts. Cette présentation se fera grâce à l'application du cours qui s'appelle le cas Laserbag. Pour se remettre un petit peu dans le fil du cours, on va reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai expliqué, je vous ai rappelé que l'objectif d'une entreprise, c'était de calculer ses coûts de revient des différents produits qu'elle propose aux clients. Grâce à ces coûts de revient, elle peut ensuite calculer son résultat analytique ou ses résultats analytiques si elle propose plusieurs produits. Mais pour pouvoir calculer ces coûts de revient, l'entreprise doit suivre une certaine hiérarchie. Elle doit d'abord passer par le calcul du coût d'achat de ses matières premières, puis calculer le coût de production de ses produits finis, le coût hors production de ses produits finis également. Et tant qu'elle n'a pas son coût d'achat, elle ne peut pas avoir son coût de production. Tant qu'elle n'a pas son coût de production et son coût hors production, elle ne peut pas calculer son coût de revient. C'est pour ça qu'on dit que les coûts sont hiérarchisés. On est obligé d'en faire certains avant d'autres. Pour calculer les coûts, je vous rappelle qu'un coût est un ensemble de charges. Il convient donc d'insérer l'ensemble des charges dans les coûts. Et nous avons distingué de ce fait deux catégories de charges. Des charges en fait qui ne nous posent pas de problème parce qu'on arrive à les affecter sans aucune ambiguïté au niveau des coûts. Il s'agit par exemple du prix d'achat des matières premières qu'on affecte sans ambiguïté au coût d'achat. Il s'agit de la main-d'œuvre directe d'un ouvrier de production qui s'affecte sans aucune ambiguïté au coût de production, ou il s'agit de la main-d'œuvre d'un vendeur qui s'affecte sans ambiguïté au coût hors production. Mais il apparaît qu'il y a certaines charges qui posent plus de problèmes. On se dit, on ne sait pas trop comment les affecter. Ça va être le cas de charges d'électricité, de dotations aux amortissements, de charges financières. Et pour ces charges, nous avons relevé la nécessité de réaliser un tableau de répartition des charges indirectes afin de pouvoir imputer ces charges au coût. Alors imputer, c'est un peu comme affecter, c'est l'idée, on va remplir les coûts d'achat, coûts de production et coûts hors production avec ces charges, avec un petit peu d'électricité, un petit peu de loyer que l'on va répartir aux différentes étapes de calcul de coûts. D'où le remplissage des coûts par ces charges indirectes. On voit alors que chaque coût de l'entreprise est constitué à la fois d'une charge directe, d'une plusieurs charges directes et de charges indirectes. Dans ce cours, je vais vous apprendre dans un premier temps à calculer le tableau de répartition des charges indirectes, à présenter, à établir le tableau de répartition pour pouvoir imputer les charges indirectes au coût. Pour comprendre comment répartir les charges indirectes, on va se placer dans le cadre d'une application dans laquelle je vais vous fournir l'ensemble des données qui sont nécessaires au calcul des coûts de revient de l'entreprise, y compris les informations qui vont vous permettre de répartir les charges indirectes, et nous allons construire ensemble le tableau de répartition des charges indirectes avant de pouvoir calculer l'ensemble des coûts de l'entreprise. Dans cette application, vous travaillez dans le service de contrôle de gestion de l'entreprise Laserbag, fabricant renommé de sacoches en cuir. Pour fabriquer ces deux modèles de sacoches en cuir, le modèle small et le modèle large, l'entreprise achète des pièces de cuir, du fil de lin et des lots de fourniture, des clips de fourniture ou des rivets. Alors il y en a qui ne savent pas ce que c'est des rivets. Les rivets, c'est les espèces de petits trucs que vous avez sur les jeans qui permettent d'accrocher deux pièces de tissu ou deux pièces de cuir l'une avec l'autre. Pour les clips de fermeture, c'est ce qui permet de fermer le sac. Les pièces de cuir et le fil de lin font l'objet d'un stockage. Les pièces de cuir sont découpées dans un atelier découpe. Elles sont ensuite assemblées avec le fil et les fournitures dans un atelier couture. Les sacoches ainsi obtenues passent dans un atelier de finition afin d'être vérifiées. Les deux modèles de sacoches sont ensuite stockés avant d'être vendus. Et là, j'espère que vous dites, elle est en train de nous lire un énoncé, mais on l'a déjà fait cet exercice. Et oui, puisque dans le chapitre sur le processus de production, en fait, je vous l'ai donné en tant qu'exercice, cet énoncé, et je vous ai demandé de me présenter le processus de production de l'entreprise Laserbag. Dans ce processus de production, donc on relève trois étapes, la phase approvisionnement, la phase production et la phase distribution. Vous avez dû repérer donc trois matières premières, du cuir, du fil et des fournitures. Seules deux matières premières font l'objet d'un stockage, le cuir et le fil de lin. Dans une première étape de production, le cuir fait l'objet d'une découpe.
Les pièces de cuir découpées, le fil de lin et les fournitures sont ensuite assemblées dans un atelier couture. Les sacoches small et larges qui en ressortent sont contrôlées dans un atelier finition pour ensuite être stockées avant d'être vendues sur le marché. Ce processus de production permet de mettre en évidence l'ensemble du travail que l'entreprise va devoir réaliser pour arriver jusqu'au calcul de ses coûts de revient. En l'occurrence, il s'agit du coût d'achat du cuir acheté, du coût d'achat du fil acheté, du coût d'achat des fournitures achetées et consommées car il n'y a pas de stock. On va ensuite établir 2 fiches de stock qui vont nous permettre au niveau des sorties de pouvoir valoriser le coût d'achat du cuir consommé et le coût d'achat du fil consommé. Ensuite, on arrive sur la phase de production et évidemment on calcule les coûts de production des sacoches small et larges fabriquées. Mais puisque ces sacoches font l'objet d'un stockage, il faudra calculer dans la fiche de stock le coût de production des sacoches small et larges vendues. Et en ajoutant à ce coût de production le coût hors production, eh bien on pourra obtenir le coût de revient des sacoches small et larges vendues. Voilà pour le réseau d'analyse des coûts de l'entreprise. Évidemment, pour calculer tous ces coûts, il va falloir que l'on ait accès aux données chiffrées, savoir quelle est la quantité de cuir qu'on a acheté, quantité de cuir consommé, etc., etc. Madame Ducuir, gérante de l'entreprise, a regroupé les informations nécessaires au calcul du coût de ses produits. Elle souhaite déterminer si le prix de vente qu'elle a fixé pour ses sacoches lui permet de dégager un taux de profitabilité supérieur à 20%. Elle vous fournit pour cela les stocks initiaux de la période. Donc vous retrouvez les stocks de cuir, de lin et de produits finis, donc les sacoches small et les sacoches larges. Vous voyez qu'il n'y a pas de stock initial pour les fournitures, puisque les fournitures ne font pas l'objet d'un stockage. On vous donne des informations sur le montant des achats de la période. Donc ces achats de la période, vous le savez, on vient de le dire, ils constituent des charges directes qu'il sera facile du coup d'affecter directement au coût d'achat du cuir, au coût d'achat du fil de lin, etc., etc. On vous donne également le montant des consommations de la période. Cela va vous permettre de déterminer quelle est la quantité de chaque matière première qui a été consommée. Et donc ça vous permettra de déterminer la quantité qui va sortir du compte de stock ou qui va être consommée dans le coût de production. Quand on continue, on voit qu'on vous donne un relevé des heures de MOD effectuées. Alors MOD, ça veut dire main d'œuvre directe. C'est souvent qu'on ne définit plus cet acronyme. Donc sachez-le, MOD, main d'œuvre directe. Comme son nom l'indique, c'est direct. Donc on pourra affecter cette charge sans aucun problème. Pourquoi? Parce que cette main d'œuvre directe, si vous regardez bien, elle concerne l'atelier découpe, l'atelier couture, l'atelier finition. Donc en fait, ça concerne la production. Donc ici, vous avez des charges directes qu'on affectera directement à la production. On vous donne des informations sur le fonctionnement des machines. Donc l'atelier découpe a utilisé 80 heures machine pour le modèle small et 270 pour le modèle large. On vous donne ces informations également pour l'atelier couture. On vous donne le montant des sacoches fabriquées, qui n'est pas le même que la quantité de sacoches vendues. Vous voyez qu'il y a un décalage. Par exemple, les sacoches small, on en fabrique 1000, mais on en vend 1200, ce qui veut donc dire qu'on a puisé dans notre stock pour pouvoir assurer les ventes. Et bien évidemment, on vous donne le prix de vente de chaque sacoche, ce qui vous permettra de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pour chacun de ces produits. Par ailleurs, on vous précise que l'entreprise valorise ses stocks au coût moyen pondéré fin de période. Ce sera important pour réaliser nos fiches de stock. Et l'entreprise n'a pas relevé de différence d'inventaire lors du comptage des éléments en stock. Donc il n'y aura ni manquant d'inventaire, ni excédent d'inventaire, ce qui veut dire que le stock final correspond en fait ici au stock théorique calculé en faisant stock initial plus entrée moins sortie. Enfin, vous voyez qu'on vous fournit un tableau de répartition des charges indirectes, alors qui est un tableau qu'on va apprendre à établir, mais vous retrouvez dans la partie gauche la liste des charges qui sont qualifiées d'indirectes pour l'entreprise. En l'occurrence, il s'agit des achats non stockés, des services extérieurs, d'autres services extérieurs, des impôts et taxes, de certaines charges de personnel et de charges financières. Je vous rappelle, dans les charges de personnel, certaines peuvent être directes et d'autres indirectes. En fait, concrètement, ces charges indirectes, on va vous demander de les répartir dans ce qu'on appelle des centres d'analyse. C'est ce qu'on appelle la première étape de la répartition des charges indirectes. On appelle ça la répartition primaire des charges indirectes. Donc concrètement, les charges qui n'ont pu être affectées directement au coût vont être réparties dans des centres d'analyse grâce à des clés de répartition.
pour faire cette répartition, vous allez prendre le total en euros de la charge à répartir entre les centres et vous allez multiplier ce total par chacun des pourcentages fournis dans le tableau. Donc, quelques petites définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un centre d'analyse? Eh bien, c'est les colonnes que vous avez vues sur le tableau précédent. Si vous regardez le titre de ces colonnes, on a gestion du matériel, approvisionnement, découpe, couture. Donc en fait, on se rend compte que ce sont des divisions comptables où sont regroupées les charges indirectes préalablement à leur affectation. Donc ça peut correspondre à un service qui existe réellement dans l'entreprise. Ça sera le cas par exemple pour le centre approvisionnement. Il y a toujours un service approvisionnement dans une entreprise. Il y a ici un atelier couture puisque ça correspond à une phase du processus de production, ou cela peut correspondre à un service qui existe fictivement dans l'entreprise. C'est le cas ici du centre gestion des matériels. Les clés de répartition que l'on vous donne, en fait, ce sont des pourcentages. Ces pourcentages sont déterminés par le contrôleur de gestion à partir de son observation de l'entreprise. Donc par exemple, tout à l'heure on parlait de l'électricité. Eh bien, il va essayer de mesurer quel pourcentage d'électricité est consommé par le service gestion des matériels, approvisionnement, découpe, couture, etc. Donc c'est lui, à partir de son observation, qui va déterminer ces pourcentages. Donc c'est pour ça qu'on parle de procédure paracomptable, hein, c'est qu'il fait des études visuelles, des études quantitatives pour les déterminer. Donc rassurez-vous, hein, ça ne sera pas à vous de lister, de déterminer les centres d'analyse, ça ne sera pas à vous non plus de déterminer les clés de répartition, elles vous seront données. Vous, votre travail, ça va être de répartir les charges indirectes dans ces centres d'analyse pour pouvoir ensuite imputer les charges au coût. Donc vous voyez les centres d'analyse que je vous ai mis en colonne ici, gestion du matériel, approvisionnement, découpe, couture et finition. Et nous, on va se centrer sur la première partie du tableau, à savoir la répartition primaire. Donc je vais enlever le reste pour que vous centriez simplement votre attention sur le début du tableau. Et on va procéder à la répartition de toutes les charges indirectes. Donc tout ce que vous avez à gauche, 10 000, 20 000, 8 000, 18 000, il faut le répartir dans les centres d'analyse. C'est tout simple. Vous prenez 10 000, vous multipliez par la clé de répartition qui est donnée, 10 000 fois 5%, ça vous donne 500. Faites 10 000 fois 15%, 10 000 fois 30, 10 000 fois 30, 10 000 fois 15%, 10 000 fois 5%. Et vous remplissez comme ça toute votre ligne. Ce qui vous donne 500, 1500, 3000, 3000, 1500 et 500. Et ensuite, vous allez faire comme ça dans tout le tableau. Donc on continue sur la deuxième ligne. Cette fois-ci, c'est 20 000 que l'on doit répartir. Donc on va faire 20 000 fois 10, 20 000 fois 10, 20 000 fois 25, 20 000 fois 25, 20 000 fois 25, 20 000 fois 5. Évidemment, le total des pourcentages à chaque fois fait 100%, hein, puisque c'est un montant à répartir, donc ça va se remplir ailleurs. Donc je vais vous laisser faire pause sur le tableau et répartir l'ensemble de vos charges indirectes selon les pourcentages. Donc quand vous êtes en cours, hein, je vous laisse un petit peu le temps de le faire. Là, vous êtes à distance, donc jouez le jeu, faites pause, faites votre répartition vous-même. Vous avez dû obtenir les montants suivants. Il vous reste à remplir la ligne totaux après répartition primaire. La ligne parle d'elle-même, hein, c'est un total. Je vais donc vous demander d'additionner toutes les charges indirectes que vous avez mis dans chacun de ces centres d'analyse. Pour ça, vous faites le total de tout ce que vous avez dans chaque colonne. Il n'y a qu'à additionner et vous trouvez les totaux suivants. Donc c'est le total de la répartition primaire. Une fois qu'on a fait cette répartition primaire, on ne perd pas de vue notre objectif. Quel était notre objectif? Notre objectif, c'est de calculer les coûts de revient. Or, on sait que pour calculer les coûts de revient, il faut suivre une certaine hiérarchie des coûts, et que cette hiérarchie va nous imposer de calculer des coûts d'achat, des matières premières, des coûts de production de nos produits finis et des coûts hors production de nos produits finis. On va donc se demander si parmi les centres d'analyse que l'on a définis, qui sont des divisions comptables qui existent réellement ou fictivement, est-ce que le nom de ces centres d'analyse ne vous évoquerait pas un et un seul coût, donc un coût d'achat, un coût de production ou un coût hors production. Alors on regarde un petit peu, qu'est-ce qui vous parle un petit peu là? Quand on prend approvisionnement par exemple, vous diriez que ça concerne le coût d'achat, le coût de production ou le coût hors production? S'approvisionner, ça veut dire acheter. Donc les 8 500 € de charges indirectes qui sont dans ce centre, on sait qu'on va devoir les imputer au coût d'achat. On continue avec le centre découpe. On regarde le centre découpe. Le centre découpe, ça fait partie de la découpe du cuir. Je découpe le cuir pour produire les sacoches. Donc ça, en fait,
ça se réfère à la production, sans ambiguïté. Ensuite, forcément, couture et finition, ça se réfère également à la production, puisqu'il s'agit d'ateliers de production. Ensuite, distribution. Distribution, c'est la vente, distribution. Donc, ça va aller dans le coût hors production. Il nous reste gestion du matériel. Alors, gestion du matériel, on se dit, du matériel, il y en a dans la production du matériel. Oui, mais au niveau de l'approvisionnement, ils ont aussi du matériel, parce qu'ils ont du matériel pour décharger les commandes, ils ont des ordinateurs. Au niveau de la distribution, ils ont aussi des ordinateurs, ils ont des camions, donc en fait, du matériel, je ne peux pas dire que ça se réfère que aux achats, que à la production ou que hors production. Du coup, je me dis, là, j'hésite. Ça me plaît pas, gestion du matériel. Ce centre d'analyse, en fait, j'aimerais bien m'en débarrasser. J'aimerais bien trouver un moyen de vider ces charges dans les autres centres d'analyse, car les autres centres d'analyse correspondent sans ambiguïté à un des coûts que je veux calculer, mais celui-là, il correspond encore à toute l'entreprise. Donc, je vais procéder à ce qu'on appelle la répartition secondaire des charges indirectes. Cette répartition secondaire a pour objectif de vider les 29 900 € du centre gestion du matériel, que je qualifie de centre auxiliaire, dans les autres centres que je qualifie de centres principaux. Du coup, vous allez pouvoir noter dans votre polycopier la présentation suivante. Donc vous avez compris, approvisionnement se réfère au coût d'achat, les charges indirectes du centre découpe, couture, finition se réfèrent au coût de production, en tout cas on imputera leurs charges au coût de production. Les charges indirectes du centre de distribution seront imputées au coût hors production. Et pour gestion du matériel, puisque ce centre d'analyse ne concerne toujours pas un seul objet de coût, il faut répartir les charges indirectes qu'il contient dans les centres principaux, à savoir approvisionnement, découpe, couture, finition et distribution. On va donc pouvoir procéder à la deuxième étape, à savoir la répartition secondaire des charges indirectes. Donc vous l'avez compris, d'après ce que je viens de dire, après la répartition primaire, certains centres d'analyse, qu'on qualifie de centres auxiliaires, ne peuvent toujours pas être affectés à un coût déterminé. Il faut donc vider ces centres auxiliaires dans les centres principaux à l'aide de nouvelles clés de répartition qu'on va vous fournir. Là encore, ce n'est pas à vous de déterminer ces clés, c'est le contrôleur de gestion, à partir de son observation, qui va vous donner ces clés de répartition qui sont en fait des pourcentages. Le total de la répartition secondaire s'obtiendra alors en additionnant toutes les charges qui avaient déjà été affectées lors de la répartition primaire, plus les charges qui vont être affectées lors de la répartition secondaire. À l'issue de la répartition secondaire, de ce fait, le total des centres auxiliaires sera forcément égal à 0. On peut donc relever les définitions suivantes. Un centre auxiliaire est un centre d'analyse, c'est-à-dire une division comptable, dont les charges sont réparties dans d'autres centres auxiliaires ou dans les centres principaux. On verra ce cas particulier où certaines charges des centres auxiliaires se déversent dans d'autres centres auxiliaires, on appelle ça des prestations réciproques. Pour le centre principal, les centres principaux, ce sont des centres d'analyse dont les charges pourront être affectées sans ambiguïté au coût des produits. Ça, c'est pour la définition. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai encadré en bleu. C'est ce qui va vous permettre de faire votre répartition secondaire. Et vous voyez que ici, vous avez une répartition à faire qui est la répartition du centre gestion du matériel. La répartition que vous devez faire, c'est la répartition des 29 900. Il faut imaginer que les 29 900, c'est le contenu d'une bouteille d'eau et que cette bouteille d'eau va vous permettre de remplir les autres centres un peu plus qu'ils ne le sont déjà. Approvisionnement comporte déjà 8 500 € de charge, mais il va récupérer également 40% de la bouteille d'eau, donc 40% des 29 900. Dans découpe, il y a déjà 31 000, on va récupérer en plus 20% des 29 900. Donc votre base de calcul, c'est toujours votre centre gestion du matériel, c'est-à-dire le total du centre auxiliaire. Pour bien montrer que vous videz ce centre, vous allez écrire tout simplement moins 29 900. Comme ça, vous voyez bien qu'en faisant 29 900 moins 29 900, vous avez un toto après répartition secondaire. Là, j'ai mis un trait, mais en fait, ça fait 0. Au niveau comptable, ça apparaît sous forme d'un trait. Maintenant, vu que vous avez vidé votre bouteille d'eau, vous avez bien montré que vous l'avez vidée, elle s'est remplie de quel côté? Elle s'est remplie à hauteur de 40% sur l'approvisionnement, 20%
sur la découpe, 10% sur la couture et 30% sur la distribution. Pour pouvoir répartir, vous allez donc faire 29 900 x 40, x 20, x 10, x 30. Alors attention, on ne fait pas moins 29 900 x 40. Hein. L'idée, c'est que si ça se vide d'un côté, ça se remplit de l'autre. Donc forcément, le montant que vous mettez dans le centre approvisionnement, il est positif. Du coup, ici, ça vous donne les montants suivants, 11 960, 5 980, 2 990 et 8 970. Je vous laisse bien sûr vérifier avec votre calculatrice que vous faites bien le bon calcul. Il nous reste à trouver les totaux après répartition secondaire. Et je vous le disais tout à l'heure, le total après répartition secondaire, c'est quoi? C'est le montant des charges indirectes qu'il y avait déjà après la répartition primaire. Donc par exemple, pour approvisionnement, il y avait déjà 8 500 euros. On vient de récupérer avec la répartition secondaire du centre gestion du matériel 11 960. On va faire le total pour trouver ici le total après répartition secondaire. Donc vous allez faire ça pour chacune des colonnes et vous allez trouver forcément, donc gestion du matériel est vidé, c'est le centre auxiliaire, et les centres principaux, eh bien vous voyez que leur total de charge indirecte a augmenté du montant de la répartition secondaire. Désormais, chaque centre d'analyse principal est en relation directe avec une étape de la constitution du coût de revient du produit. Hein. Notre centre de gestion du matériel, on s'en est débarrassé. Donc les charges indirectes du centre approvisionnement peuvent être affectées au coût d'achat. Alors j'ai mis au coût d'achat au pluriel parce qu'en fait il y a plusieurs achats dans cette entreprise, si vous vous rappelez bien. On achète du cuir, on achète du fil et on achète des fournitures. Donc il y aura plusieurs coûts d'achat à calculer et il faudra mettre un petit peu des 20 460 euros dans ces différents coûts d'achat. Les charges indirectes des centres découpe, couture et finition vont être affectées aux différents coûts de production des deux sacoches. Et les charges indirectes du centre distribution vont être affectées aux coûts hors production. Maintenant que l'entreprise a des totaux de charges indirectes dans des centres principaux, eh bien sa problématique c'est de déterminer la quantité de charges indirectes qu'elle va devoir affecter aux différents coûts des produits qu'elle va calculer. Pour cela, il va être nécessaire pour elle de déterminer un indicateur de mesure de l'activité du centre d'analyse. Alors, je m'explique. Regardez le centre approvisionnement. À l'intérieur, il y a 20 460 euros de charges indirectes. Grâce aux charges indirectes du centre d'approvisionnement, on va devoir calculer en fait les coûts d'achat des 3 achats réalisés pendant la période, le coût d'achat des pièces de cuir, le coût d'achat du fil de lin et le coût d'achat des lots de fourniture. Donc il va falloir répartir ces 20 460 euros de charges indirectes dans les coûts d'achat, dans les 3 coûts d'achat. On dit pour cela qu'on va imputer les charges au coût. C'est comme affecter les charges au coût, sauf qu'on dit imputer, parce que pour les charges directes, on dit qu'on affecte, pour les charges indirectes, on dit qu'on impute, parce qu'il y a eu un calcul intermédiaire avant. Concrètement, ici, pour décider de la part des 20 460 euros qui va aller dans chaque coût d'achat, on a plusieurs options. On pourrait très bien dire, je prends les 20 460 euros, je les répartis en 3, puisqu'il y a 3 types d'achats. Je fais 20 460 euros, et puis je mets un tiers, un tiers, un tiers. Puisque les coûts d'achat, je vous le rappelle, sont constitués de charges directes et de charges indirectes. Je pourrais prendre les 20 460 euros et dire, je les répartis au prorata des kilos de matières premières achetées. En me disant, si les matières premières, elles pèsent lourd, j'ai probablement supporté plus de charges indirectes. Ou alors, je pourrais dire, je prends les 20 460 euros et je vais les répartir dans les coûts d'achat en proportion du montant des achats de matières premières réalisés. En fait, j'ai plusieurs options, j'ai plusieurs indicateurs de mesure possibles, et ces indicateurs de mesure, le contrôleur de gestion, il va les tester pour voir lequel est le plus pertinent. Voyons un autre exemple. Avec le centre couture, il y a 33 990 euros de charges indirectes qu'il faut répartir. Il faut les répartir entre le coût de production des sacoches small et le coût de production des sacoches larges. Donc, il faut imputer les 33 990 euros de charges indirectes au coût de production. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme unité de mesure? On pourrait dire, je les répartis en deux comme tout à l'heure, moitié-moitié, sacoche small, sacoche large. Je pourrais dire, je les répartis en fonction du nombre de sacoches produites, ça veut dire au prorata de la production. Plus j'ai produit, plus je vais affecter de charges indirectes. Je pourrais répartir en fonction du temps de main-d'œuvre consommé pour chaque sacoche. Ou je pourrais répartir en fonction du nombre d'heures de fonctionnement des machines pour chaque sacoche. Eh bien, le contrôleur de gestion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une unité de mesure qui va être en corrélation avec les charges indirectes du centre. Donc en fait, il va faire des statistiques.
C'est bien les statistiques. Il va faire des statistiques ou il va faire des observations. Et ces statistiques et ces observations vont lui permettre généralement de retenir une unité de mesure qui sera généralement celle qui présente la plus forte corrélation avec les dépenses du centre concerné. La corrélation, ça vous rappelle quelque chose? Coefficient de corrélation, droite de Mayer, ouais, c'était les maths de semestre 1. Allez, une petite illustration, mais sans les chiffres. Contrôleur de gestion, on considère qu'il a testé deux unités de mesure. Il a testé la corrélation de l'heure des main-d'œuvre directes et de leur machine avec les charges indirectes du centre couture. Et il se demande quelle unité est la plus pertinente pour mesurer l'activité, sachant qu'il va choisir l'unité qui a la plus forte corrélation avec les dépenses du centre concerné. Alors on essaye de tracer plus ou moins à la main la droite d'ajustement pour l'un et pour l'autre, et on va retenir normalement l'unité qui a la corrélation la plus forte, donc dont les points sont le plus sur la droite. Donc dans le cas présent, forcément, c'est leur machine qui semble le mieux correspondre, puisque la corrélation semble être plus forte. Donc cela concrètement doit signifier que l'atelier couture est probablement fortement automatisé. Si l'atelier avait été très manuel, eh bien ce serait probablement l'heure de main-d'œuvre directe qui aurait été la plus fortement corrélée avec les charges indirectes du centre couture. Donc pour chaque centre d'analyse, eh bien, le contrôleur de gestion va devoir trouver une unité de mesure. Ces unités pourront être soit des grandeurs physiques, soit des grandeurs monétaires. Si l'unité de mesure retenue par le contrôleur de gestion est une grandeur physique, alors on dit que l'activité est mesurée par une unité d'œuvre. Donc par définition, les unités d'œuvre, vous connaissez les unités d'œuvre, on a vu ça en comptabilité avec l'amortissement non linéaire, on mesurait justement la consommation des immobilisations avec une grandeur physique. Là c'est pareil, on va mesurer l'activité d'un centre d'analyse avec une grandeur physique. Donc l'unité d'œuvre est une grandeur physique qui permet de mesurer l'activité d'un centre opérationnel. Vous allez me dire, c'est quoi un centre opérationnel? Eh bien c'est justement les centres d'analyse dont on peut mesurer l'activité avec une grandeur physique. Donc on dit que cette unité d'œuvre traduit son activité. Le choix des unités d'œuvre est déterminé par des procédures paracomptables, donc souvent par des statistiques ou des observations du contrôleur de gestion. Ce ne sera pas à vous de les déterminer à ce stade de la formation. Donc on pourra retenir par exemple les heures de main-d'œuvre directe, les heures machines, les kilos de matières premières consommées, le nombre de produits fabriqués, le nombre de produits vendus. Si le contrôleur de gestion ne trouve pas de grandeur physique qui permet de mesurer correctement l'activité, alors il peut se rabattre sur une unité monétaire qui permettra de mesurer notamment l'activité souvent des centres de structure. Les centres de structure, ce sont par exemple les centres administration, gestion des bâtiments, ou parfois les centres distribution, qui permettent de mesurer les coûts hors production. Et donc on va alors choisir des indicateurs monétaires tels que le chiffre d'affaires réalisé, le coût de production des produits vendus ou le montant des achats de matières premières. Dans le cas présent, regardez l'activité du centre approvisionnement. Qu'est-ce qui a été choisi? Est-ce que c'est une unité d'œuvre ou est-ce que c'est une assiette de frais? Eh bien ici, les 20 460 € de charges indirectes d'approvisionnement sont à répartir en proportion des achats de matières premières achetées. Il s'agit donc ici d'une grandeur monétaire. Le centre découpe. Son activité est mesurée par le nombre de pièces de cuir découpées. Il s'agit ici d'une grandeur physique. Pour la couture, c'est des heures machines, c'est une grandeur physique. Pour la finition, c'est également une grandeur physique. Et pour la distribution, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est une grandeur monétaire. Vous voyez, c'est marqué 100 € de chiffre d'affaires hors taxe. Une fois que vous avez la nature de l'unité d'œuvre ou la nature de l'assiette de frais, vous allez pouvoir calculer un coût d'unité d'œuvre ou un taux de frais qui va vous permettre d'imputer vos charges au coût. Pour calculer ce coût ou ce taux de frais, c'est le même calcul à gauche et à droite, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais vous prenez le total des charges indirectes qu'il y a dans votre tableau de répartition des charges indirectes après répartition secondaire, et vous allez diviser par le nombre d'unités d'œuvre qui ont été consommées pendant la période. Pour les assiettes de frais et les taux de frais, vous prenez le total des charges indirectes après répartition secondaire, et vous divisez par le montant de l'assiette de frais. On va mettre cela tout de suite en application. Pour le centre approvisionnement, on a dit que les charges indirectes du centre approvisionnement devaient être réparties au prorata des achats de matières premières achetées. Donc dans un premier temps, on vous demande le nombre d'unités d'œuvre ou le montant de l'assiette. Dans le cas présent, en fait, c'est un montant d'assiette de frais puisque vous avez ici une grandeur monétaire.
Vous avez donc besoin de savoir quel est le total des achats de matières premières réalisés pendant la période. Donc, on se réfère à l'énoncé et on se réfère notamment à la rubrique achat de la période. Vous voyez que vous avez acheté 6000 pièces de cuir à 25 € l'unité, 10 000 mètres de fil de lin à 0,053 le mètre et 3200 lots de fourniture à 0,60 € l'unité. Vous avez besoin de savoir le total de tous les achats de la période. Donc il va falloir ici calculer le total des achats de cuir en euros, le total des achats de fil de lin en euros et le total d'achat des lots de fourniture en euros. Et bien on va faire ça petit à petit, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Donc on va commencer par les pièces de cuir. On a acheté 6000 pièces de cuir à 25 € l'unité, ça nous fait un montant d'achat de 150 000 €. Ensuite, on a 10 000 mètres de fil de lin à 0,053, ça fait 530 €. 3200 lots de fourniture à 0,60, ça nous donne 1920 €. Le total des achats de la période s'élève donc à 150 000 plus 530 plus 1920, soit 152 450. Ceci correspond au montant de l'assiette de frais que l'on va reporter sur la ligne correspondante. Une fois qu'on a le montant de l'assiette de frais, il convient de déterminer le taux de frais ici, puisqu'on est sur une grandeur monétaire. Pour déterminer ce taux de frais, je vous ai donné une formule, formule magique. Vous faites total après répartition secondaire divisé par montant de l'assiette. Donc autrement dit, si j'applique la formule à la lettre, je fais totaux après répartition secondaire, donc 20 460, divisé par le montant de l'assiette, c'est-à-dire 152 460. Mais souvent, vous faites un calcul automatique sans vraiment comprendre à quoi ça correspond. Je vous ai dit que ce qui apparaissait ici en assiette de frais, c'est finalement votre clé de répartition. C'est ce qui va vous permettre de répartir vos 20 460 € de charge. Je m'explique. Ce que vous allez calculer n'est rien d'autre qu'un produit en croix, une façon de répartir vos charges indirectes. On va poser le problème de la façon suivante. On sait que globalement, l'entreprise a supporté 20 460 € de charges indirectes d'approvisionnement sur un total d'achat de 152 460 €. On se pose donc la question de savoir combien de charges indirectes d'approvisionnement, X, vont être supportées pour chaque euro d'achat réalisé par l'entreprise. Vous voyez apparaître un produit en croix, non? Le X, il est égal à combien? Il est égal à 20 460 fois 1 divisé par 152 460. Ça vous donne la valeur de X, c'est-à-dire la valeur ici du taux de frais. Comment on trouve X? Eh bien, on fait X égale 20 460 divisé par 152 460. Ça vous donne 13,4% si je l'exprime sous forme de taux ou 0,134 si je l'exprime en décimale. Donc je reporte mon 0,134. On va donner un petit peu plus de signification à ce 0,134 et du coup on va essayer de le mettre en application. Si je vous demande en fait de calculer la quantité de charges indirectes que je vais devoir affecter au cuir, au lin et aux fournitures, comment est-ce que vous allez poser le problème? Eh bien, on pourrait reposer le problème comme on l'a fait tout à l'heure en disant pour 20 460 € de charges indirectes, eh bien, j'ai un total de 152 460 € d'achat, c'est les 152 460 de tout à l'heure. J'aimerais donc savoir quelle est la quantité X de charges indirectes que je dois affecter à mon coût d'achat, sachant que pour mon cuir, j'ai 150 000 € d'achat de cuir. On a trouvé le 150 000 tout à l'heure. Alors, vous me trouvez X? X c'est égal à 20 460 fois 150 000 divisé par 152 460. Vous êtes d'accord, c'est un produit en croix. Je note les choses de la façon suivante. 20 460 fois 150 000 divisé par 152 460. J'inverse ici 20 460 et 150 000. J'ai le droit, c'est des multiplications. Donc ça me donne 150 000 multiplié par 20 460 divisé par 152 460. Mais ça, je l'ai calculé. Ça, c'est égal à 0,134. Du coup, ça me donne ici le montant de l'assiette de frais, 150 000, multiplié par le taux de frais que j'ai trouvé tout à l'heure. Et je trouve ainsi un total de charges indirectes de 20 100 € pour mes achats de cuir. Et je peux faire la même chose avec mon fil de lin et mes fournitures. Mais j'avance pas tout de suite parce que je vais le faire tout à l'heure dans mes tableaux de calcul de coût d'achat. Allez, on continue avec le centre découpe. Qu'est-ce qui mesure l'activité du centre découpe? Je me réfère à la ligne unité d'œuvre ou assiette de frais. Ce qui mesure l'activité du centre découpe, c'est le nombre de pièces de cuir découpées. Du coup, je vais chercher dans mon énoncé les informations qui vont me permettre de déterminer ce nombre de pièces de cuir découpées.
Alors, cherchez bien. Il y a quelques petits paragraphes qui peuvent vous aider. Ah, c'est pas marqué en toutes lettres, hein. On a découpé tant de pièces. C'est à vous de trouver les informations qui vont vous permettre de le calculer. C'est pas donné en données brutes. Vous devez normalement avoir trouvé le paragraphe consommation de la période. Consommation de la période qui vous dit que chaque sacoche small produite nécessite une pièce de cuir et que chaque sacoche large produite nécessite 2 pièces de cuir. Et là, ceux qui vont aller trop vite, ils vont dire 1 plus 2, ça fait 3. Donc 3 pièces de cuir. Vous croyez vraiment que pendant toute la période, on a découpé que 3 pièces de cuir? Bah non. Hein. Une pièce de cuir, c'est pour une sacoche, mais on n'a pas fabriqué qu'une seule sacoche. Et 2 pièces de cuir, c'est pour une sacoche large, on n'en a pas fabriqué qu'une seule. Donc vous avez besoin d'une information complémentaire. En l'occurrence, il s'agit de la quantité de sacoches que vous avez produites. Ça tombe bien, on vous le donne dans l'énoncé. Il y a 1000 sacoches small qui ont été produites et 2200 sacoches larges. Pour avoir du coup le total des pièces de cuir produites, vous commencez par les sacoches small. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez produit une sacoche small, vous avez eu besoin d'une pièce de cuir. Donc au total, vous avez eu besoin de 1000 pièces de cuir, 1 fois 1000. Et pour les sacoches larges, 2 pièces de cuir pour chaque sacoche, donc 2 multiplié par 2200. Donc au total, combien de pièces de cuir ont été découpées dans l'atelier découpe? Eh bien, 1000 plus 4400, donc 5400. Vous reportez vos 5400 sur la ligne concernée et vous réfléchissez tout de suite au calcul du coût de l'unité d'œuvre. Combien coûte chaque pièce de cuir découpée? Combien de charges indirectes vont-elles engendrer? Pour cela, vous reprenez alors soit la formule, soit le petit moyen mnémotechnique. Hein. Vous avez votre numérateur qui est en haut et votre dénominateur qui est en bas. Donc pour trouver votre coût d'unité d'œuvre, vous faites total des charges indirectes divisé par le nombre ici d'unités d'œuvre qui a été consommée, ce qui vous donne 6,848 € que vous reportez sur la ligne coût d'unité d'œuvre. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous découpez une pièce de cuir, ça engendre 6,848 € de charges indirectes de découpe. On continue avec le centre couture. Ce qui mesure l'activité du centre couture, on regarde, c'est l'heure machine. Donc on a besoin de savoir quelle est la quantité d'heures machine de découpe qui a été consommée pendant la période. On va se référer à l'énoncé. Vous allez me chercher l'information dans l'énoncé qui se réfère à ça. Alors c'est important que vous fassiez cette démarche d'aller chercher dans votre énoncé vous-même, parce que le jour de l'examen, ça sera à vous d'extraire les informations et il faut que vous ayez des réflexes de lecture et de repérage des informations. Donc pour les heures machines, vous avez dû repérer un paragraphe qui s'appelle fonctionnement des machines, qui vous dit que pour l'atelier découpe, il y a 80 heures qui ont été consommées pour le modèle small et 270 pour le modèle large. Et pour l'atelier couture, 680 heures, donc 180 heures pour le modèle small. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne tout? Bah non, on n'additionne pas tout. Regardez, on est dans l'atelier quoi là? On est dans l'atelier couture. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'atelier couture. Et l'atelier découpe, en fait, je ne m'en sers pas. Donc ces informations-là, alors ne les rayez pas forcément, mais en tout cas, elles ne vous servent pas dans le cadre ici de la recherche du total des heures machines consommées par l'atelier couture. Donc ici, vous avez 680 heures, dont 180 pour le modèle small. Donc, ça veut dire que c'est inclus dans les 680. Hein, il y en a qui ont un petit peu de mal avec cette expression. C'est-à-dire que sur les 680 heures, vous en avez 180 qui ont été consommés pour small. Et du coup, 500 qui ont été consommés pour le modèle large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le total des heures machines pour les deux produits. Donc, 680. Ce sont donc les 680 que vous allez reporter dans le nombre d'unités d'œuvre. Et vous allez en profiter pour calculer tout de suite le coût de l'unité d'œuvre. Ce qui me donne 49 985 que j'ai trouvé en faisant 33 990 divisé par 680. Ces 49 985 signifient qu'à chaque fois que je consomme une heure machine de couture, cela engendre pour l'entreprise 49 985 € de charges indirectes de couture. Dans ces 49 €, il y a un peu d'électricité, il y a un peu de loyer, il y a un peu de charges financières, il y a un peu de toutes les charges qu'on a réparties au départ. On continue avec l'atelier finition, il est facile celui-là. L'unité d'œuvre, c'est le nombre de produits fabriqués. Est-ce que vous pourriez me trouver le nombre total de produits fabriqués pendant la période, dans l'énoncé? Alors, tournez les pages de votre énoncé, allez chercher l'information. Il y a 1000 sacoches small produites et 2200 sacoches larges produites. Attention, hein, c'est la fabrication qui m'intéresse, pas la vente. Je sais que certains parmi vous confondent les deux. Donc, vous additionnez les deux, ça vous donne ici 3200 et en faisant 9900 divisé par 3200,
vous trouvez un coût d'unité d'œuvre qui est de 3,094. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous produisez une sacoche, cela engendre 3,094 € de charges indirectes de finition. En parlant de finition, on va finir par le centre de distribution. Le centre de distribution a ici une unité de mesure qui est un petit peu compliquée, hein, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Alors 100 € de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle une grandeur monétaire, hein, puisque vous voyez bien que c'est des euros qui mesurent l'activité. Et pour éviter d'avoir des chiffres à rallonge, en fait, au lieu de prendre le montant du chiffre d'affaires, eh bien on va prendre le montant du chiffre d'affaires divisé par 100. Donc pour avoir le montant du chiffre d'affaires, on a besoin de déterminer le chiffre d'affaires de chaque sacoche qui a été vendue. Donc on prend les informations des ventes de la période. Pour les sacoches small, on en a vendu 1200 à 70. Chiffre d'affaires, hein, c'est quantité vendue fois prix de vente. Donc je fais 1200 fois 70, ça me donne 84 000. 84 000, ça me donne combien de fois 100 €? Combien de fois il y a 100 € dans 84 000? Vous faites 84 000 divisé par 100. Ça vous donne 840 tranches de 100 € de chiffre d'affaires. On fait la même chose avec les sacoches larges. 1800 sacoches larges à 120 € l'unité. On calcule le chiffre d'affaires, ça nous donne 1800 fois 120, soit 216 000. Combien de fois il y a 100 € dans 216 000? Eh bien, il y a 2160 tranches de 100 € de chiffre d'affaires. 840 plus 2160, ça nous donne 3000 tranches de 100 € de chiffre d'affaires hors taxe. Ce sont ces 3000 que l'on va reporter ici au niveau du montant de l'assiette. Et ce montant d'assiette va vous permettre de calculer le taux de frais du centre de distribution en faisant 18 670 divisé par 3000. Ce qui vous donne un taux de frais que j'ai exprimé ici sous forme de décimale et pas sous forme de taux, hein, de 6,223. Donc concrètement ici votre tableau de répartition des charges indirectes du coup est terminé et grâce à ce tableau on va pouvoir calculer les différents coûts de l'entreprise, coût d'achat, coût de production, coût hors production jusqu'au coût de revient, en passant bien sûr par les fiches de stock. Mais vous voyez que certaines sommes quand même ont nécessité un calcul un petit peu compliqué, et bien il est d'usage de justifier les montants un peu compliqués par des renvois. Donc dans le cas présent, tous les calculs que j'ai justifiés sur les diapositives précédentes, eh bien je vous les ai ici commentés avec des renvois. Donc le 152 460, vous voyez, ça correspondait au total des achats. Et donc vous remettez le calcul qui vous a permis de trouver 152 460. Donc prenez l'habitude de faire ça systématiquement dans vos exercices. Donc vous avez compris comment se lisait le tableau. À chaque fois je vous ai commenté. Le 0,134 signifie au niveau du taux de frais là, des approvisionnements que à chaque fois que vous avez 1 € de matière première que vous achetez, et bien ça va entraîner en plus pour l'entreprise 0,134 € de charges indirectes d'approvisionnement. Dans les 0,134, en fait, il y a un petit peu de loyer, un petit peu d'électricité, un petit peu de dotation aux amortissements, un petit peu de charges financières qui vont être synthétisées. Même chose pour les pièces de cuir découpées. Chaque pièce de cuir entraîne pour l'entreprise 6,848 € de charges indirectes de découpe, etc., etc. Donc maintenant que vous avez compris comment se construit un tableau des charges indirectes et comment est-ce qu'on lit le contenu du tableau des charges indirectes, on va pouvoir passer au calcul des coûts de revient et résultats analytiques de l'entreprise Laserbag. Eh bien, vous avez la liste du travail à faire qui a été mise en évidence par le réseau d'analyse des coûts. On va maintenant passer au calcul des coûts complets de l'entreprise Laserbag par la méthode des centres d'analyse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.